Bonjour et bienvenue pour cette séance de correction d'exercices sur l'émission et la propagation d'un son. Nous corrigerons aujourd'hui 5 exercices. Je vous invite d'ailleurs à les télécharger dans la description de la vidéo et à les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Pour le premier exercice, nous avons 3 signaux provenant de 3 sources sonores et nous devons les analyser à travers 4 questions. Pour la première d'entre elles, on nous demande déjà si ces signaux sont des signaux périodiques. Et donc pour un signal périodique, on doit être capable d'identifier une période, c'est-à-dire un motif élémentaire qui va se répéter plusieurs fois au cours du temps. D'ailleurs, si on est incapable d'identifier une période, on dira en physique que le signal émis provient d'un bruit et non d'un son. Mais dans cet exercice, concernant le signal A, on peut bien identifier une période avec un motif là qui apparaît en bleu et qui va se répéter 2 fois lors des 6 millisecondes durant lesquelles on visualise le signal. Pour le second signal, on peut également reconnaître un motif qui va se répéter plusieurs fois au cours du temps. Ce motif apparaît ici en bleu aussi et il va se répéter lui 6 fois au cours des 6 millisecondes durant lesquelles on visualise le signal B. Et finalement, le troisième signal, il est lui aussi périodique puisqu'il possède un motif élémentaire ou une période qui va se répéter dans le temps. D'ailleurs, elle va se répéter 2 fois au cours des 6 millisecondes. Donc nos signaux A, B et C sont bien des signaux périodiques ici. On pourra bien parler de 3 sons et non pas de bruit. On souhaite pour la seconde question mesurer les périodes TA, TB et TC et en déduire les fréquences FA, FB et FC. Commençons par identifier la première période, TA du premier signal. Donc on a dit qu'elle se répétait 2 fois en 6 millisecondes. Finalement, elle ne va durer que 3 millisecondes, comme on peut le voir sur l'axe des abscisses. Et si on connaît la valeur de la période d'un signal, alors on va pouvoir en déduire la fréquence en calculant l'inverse de cette période. Attention, pour bien trouver une fréquence en Hertz, il faut que la période elle soit exprimée en secondes. Ici donc, pour trouver la fréquence, il va falloir diviser 1 par 0,003 secondes, pour ceux qui continuent à utiliser un tableau de conversion. Ou alors, pour ceux qui sont déjà à l'aise avec les conversions rapides et l'utilisation de la calculatrice scientifique, on peut directement taper 1 divisé par 3 fois 10 puissance moins 3. Dans tous les cas, on doit trouver un résultat d'environ 333 Hz pour la fréquence FA du premier signal. Passons au second signal où cette fois la période est beaucoup plus courte puisqu'elle se répète 6 fois lors des 6 millisecondes. Finalement, la période TB, comme on peut le lire sur l'axe des abscisses, elle ne dure que 1 milliseconde. On peut alors en déduire la fréquence en calculant l'inverse de cette période. N'oublions pas que la période elle doit être mise en secondes. On divise donc 1 par 0,001 ou 1 par 10 puissance moins 3. Et on trouve pour le second signal une fréquence FB de 1000 Hz exactement. Nous avons donc une fréquence plus grande pour le deuxième signal, ce qui est normal puisque les vibrations sont plus rapides pour ce signal, qui affiche en effet une période plus courte de répétition. Enfin, pour le dernier signal, on n'a pas besoin de répéter les calculs. Pourquoi? Parce qu'on a une période qui vaut également 3 millisecondes, comme pour le premier signal, le signal A. Donc par conséquent, on va trouver une valeur approximative de 333 Hz pour le signal C également. Et à la question 3, on nous demande quel est le son qui est le plus grave et celui qui est le plus aigu. Donc qu'un son soit grave ou aigu, ça va dépendre directement de la fréquence du signal. Comme nous l'avons vu dans le cours, l'oreille humaine elle peut percevoir des sons allant d'une fréquence de 20 Hz pour les sons très graves jusqu'à des fréquences atteignant les 20 000 Hz pour des sons très aigus. Et donc plus la fréquence du signal est faible, plus le son va être grave. Plus la fréquence du signal va être élevée, plus le son va être aigu. Par conséquent, les deux sons qui ont la fréquence la plus basse sont ceux des signaux A et C avec une fréquence de 333 Hz. Et donc le son le plus aigu est celui qui provient du signal B, puisque c'est le signal qui possède la plus haute fréquence, à savoir 1000 Hz. Enfin, on souhaite savoir s'il y a parmi ces sons-là certains qui ont le même timbre ou la même hauteur. Commençons déjà par la hauteur qui est directement liée à la fréquence du signal, puisque si un son est grave, alors c'est un son bas, et si un son est aigu, alors c'est un son haut. Et du coup, on a vu qu'il y a bien deux sons qui ont la même hauteur, c'est-à-dire deux sons qui ont la même fréquence, comme nous l'avions vu à la question 2. Il s'agit des sons provenant des signaux A et C. Maintenant, concernant le timbre d'un son, c'est comme nous l'avions vu dans le cours, ce qui va donner sa forme au signal. Deux instruments de musique ont par exemple un timbre différent et vont présenter des signaux
de formes différentes, même s'ils jouent la même note, donc à la même hauteur. Donc c'est le cas des signaux A et C, ils n'ont pas la même forme et pourtant ils jouent un son de même hauteur. Et par contre, si on regarde attentivement les signaux A et B et qu'on se concentre sur la visualisation d'une période, d'un motif élémentaire, eh bien on constate finalement que c'est la même forme de signal, avec une courbe qui descend 3 fois avant de remonter. Donc cela veut bien dire que ces deux signaux, ils ont été enregistrés à partir du même instrument de musique. Simplement, il y a un signal qui provient d'une note plus grave, donc de basse fréquence, et un signal qui provient d'une note plus aiguë, donc de haute fréquence. Mais pour répondre clairement à la question 4, ce sont les signaux A et B qui sont des sons de même timbre, puisqu'ils ont la même forme, alors que les sons A et C sont des sons de même hauteur, puisqu'ils ont la même fréquence. Passons au second exercice où nous allons de nouveau étudier des signaux sonores, deux cette fois, et les comparer. On souhaite déjà, comme pour le premier exercice, dire s'il s'agit de signaux périodiques. Il faut pour cela pouvoir identifier une période, c'est-à-dire un motif élémentaire qui va se répéter plusieurs fois. On nous demande d'ailleurs de surligner ce motif élémentaire. Alors pour le premier signal, on va le repérer assez facilement, et on peut par exemple partir du point le plus bas du signal pour surligner la courbe qui remonte. Toutes les petites dents dans la zone positive, puis la partie de la courbe qui redescend au point de départ. Donc on sait qu'on est bien revenu au point de départ après avoir surligné cette partie de la courbe en rouge, puisqu'on remarque bien que c'est ce même motif qui va se répéter au cours du temps. Et pour le second signal, on peut carrément partir du bord du graphique où se trouve finalement la valeur minimale de la courbe, puis on remonte la courbe en passant une première dent, une seconde dent toute petite, une troisième petite également. On arrive au maximum de la courbe et alors là on redescend, on passe dedans, puis on se retrouve de nouveau à la valeur minimale de la courbe. On s'arrête. Nous avons à ce moment-là bien surligné une période complète puisque à partir de cet instant, le motif élémentaire va se répéter encore et encore. On a donc bien surligné une période pour chacun de nos graphiques. Et pour répondre à la première partie de la question, oui, on est en présence de deux signaux qui sont bien périodiques. Passons à la seconde question où l'on souhaite maintenant comparer la hauteur des deux sons. Alors ici, on est un peu moins guidé que dans le premier exercice, mais il faut se souvenir que la hauteur d'un son, ça dépend de sa fréquence. Et pour déterminer la fréquence, il faut se servir de la valeur de la période et calculer l'inverse. Attention, il faudra bien exprimer la période en secondes pour trouver une fréquence en Hertz. Commençons par déterminer le temps de la période du premier signal. On peut prendre par exemple le quatrième motif élémentaire qui s'aligne plus ou moins avec la graduation des abscisses. On constate que la période elle commence juste après les 15 millisecondes pour terminer juste après les 20 millisecondes. On a donc quasiment 5 millisecondes de période. Après, ça va se décaler un petit peu puisqu'on n'a pas exactement 5 millisecondes, on doit avoir un tout petit peu moins. Mais pour notre calcul, nous retiendrons cette valeur de 5 millisecondes. Ce sera largement assez précis pour pouvoir comparer ce signal avec le second. Et par contre, on divise bien 1 par 5 fois 10 puissance moins 3 secondes, ou 0,005 secondes, c'est la même chose. Et on obtient un résultat de 200 Hz pour la fréquence de notre premier signal. Pour le second signal, on peut prendre le premier motif pour déterminer une période, puisque de toute façon, il n'y a aucun motif qui est réellement aligné avec les graduations. Mais en tous les cas, ce premier motif, il part de 0 millisecondes pour arriver juste après les 2 millisecondes sur l'axe des abscisses. On n'est même pas à 2,5, on a plutôt une période de 2,2, 2,3 millisecondes. On peut donc retenir pour notre calcul 2,2 millisecondes, soit 2,2 fois 10 puissance moins 3 secondes, et on calcule l'inverse de cette valeur pour connaître la fréquence du second signal. Donc si on a retenu 2,2 millisecondes pour la période, on va trouver environ 454 Hz pour la fréquence. Donc le son le plus haut, ou encore le plus aigu, c'est celui qui a la fréquence la plus élevée, à savoir le second signal qui a une fréquence de 454 Hz. Et en effet, plus la période est courte, plus la vibration responsable de l'émission du son est rapide, ce qui donne une plus grande valeur pour la fréquence lorsque la période est plus courte. À la question suivante, on souhaite identifier le son le plus intense des deux. Donc pour avoir une idée de l'intensité sonore qui s'exprime en décibels,
on doit s'intéresser à l'amplitude de la courbe. On souhaite analyser en quelque sorte ici la puissance ou le volume du son. Et donc on regarde ça par rapport à l'amplitude qui est en quelque sorte la taille de l'oscillation de la courbe. Lorsqu'on a un beau signal sinusoïdal, c'est assez facile à calculer. On voit que l'amplitude dans la partie positive, on va la retrouver dans la partie négative. Mais pour la plupart des signaux sonores, on n'aura pas une belle sinusoïde et il faudra utiliser une autre technique pour pouvoir avoir une valeur de l'amplitude. On peut par exemple mesurer la valeur crête à crête, donc entre le maximum et le minimum de la courbe, puis la diviser par 2. Regardons donc cette valeur crête à crête pour nos deux signaux. Sur le premier, on a un maximum de 1,8 mV pour le pic haut de la courbe, ce qui nous fait donc déjà 1,8 mV dans la partie positive de la courbe. Et on voit que dans la partie négative de la courbe, on descend jusqu'à au moins 3,4 mV. Donc ça nous fait 3,4 mV de hauteur en plus dans la partie négative de la courbe. Finalement, on peut dire que la courbe, elle s'étend sur une hauteur de 5,2 mV. C'est ça la valeur crête à crête de la courbe en fait. Et finalement, pour avoir une valeur pour notre amplitude, il nous suffit de diviser la valeur crête-crête par 2. Ça nous fait donc une amplitude de 2,6 mV pour le premier signal. Passons maintenant au second signal et regardons la valeur crête à crête de celui-ci. Donc le pic positif du signal, la valeur la plus haute de la courbe, elle se situe à 3,4 mV environ. Donc on a déjà 3,4 mV de hauteur dans la partie positive de la courbe. Plus 2,6 mV dans la partie négative de la courbe, puisque ici le pic bas de la courbe se situe vers les moins 2,6 mV. Donc ça nous fait une étendue totale de 6 mV pour la valeur crête-crête du second signal. Si on divise cette valeur crête-crête par 2, on obtient l'amplitude du signal. On obtient donc 3 mV d'amplitude pour le second signal, contre 2,6 mV pour le premier. Alors même si l'intensité sonore est une grandeur que l'on exprime en décibels, elle est directement liée à l'amplitude du signal. Par conséquent, le signal possédant la plus grande amplitude va aussi être celui qui possède la plus grosse intensité sonore. Pour la quatrième question, on souhaite comparer le timbre de ces deux signaux. Et nous avons vu dans le cours que le timbre d'un signal, c'est en quelque sorte ce qui va donner la forme du signal. Et si on met nos deux motifs élémentaires l'un à côté de l'autre, on constate assez facilement qu'ils n'ont pas la même forme. Du coup, on peut conclure que ces deux sons n'ont tout simplement pas le même timbre. Et ceci va nous permettre de répondre à la dernière question, à savoir est-ce que ces sons sont émis par le même instrument ? Eh bien non, puisqu'ils ont des timbres différents. Pour le troisième exercice, nous voulons étudier un dispositif qui permet d'alerter les conducteurs lorsque leur voiture s'approche d'un obstacle. Il s'agit d'un télémètre à ultrasons. On nous parle d'ailleurs d'un essai où l'onde ultrasonore va se réfléchir sur un obstacle et revenir avertir le conducteur 5 millisecondes plus tard. On nous demande alors de schématiser la situation dans un premier temps. Alors on peut imaginer que la voiture est en train de se garer en marche arrière et que l'obstacle se trouve derrière elle, mais on peut tout à fait dessiner l'obstacle devant la voiture puisque la situation n'est pas clairement précisée dans l'énoncé. Ici, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que l'onde ultrasonore, elle part de la voiture pour rebondir sur l'obstacle et revenir à la voiture, ceci en 5 millisecondes. Et cela veut dire qu'en 5 millisecondes, l'onde ultrasonore, finalement, elle parcourt 2 fois la distance séparant la voiture de l'obstacle. Alors on va garder ce schéma sous la main qui va nous aider à répondre à la seconde question, qui est cette fois de déterminer la distance qu'il y a entre la voiture et l'obstacle. Pour cela, on va se servir de la relation que vous avez déjà vue au collège, qui relie la vitesse avec la distance et la durée, tout en se rappelant de ce que nous avons vu dans le cours de cette année, à savoir que dans l'air, le son se propage à une vitesse de 340 mètres par seconde. Et ici, c'est la distance que nous cherchons, donc nous allons l'isoler dans notre relation. En passant la durée de l'autre côté, le delta t va se retrouver multiplié à la vitesse donc. Et toujours attention ici, on utilise une vitesse qui est donnée en mètres par seconde. On doit donc bien convertir notre temps en secondes pour obtenir une distance en mètres. Donc on multiplie 5 par 10 puissance moins 3 pour avoir notre temps en secondes, puis par 340 mètres secondes moins 1. Et on obtiendra finalement notre distance en mètres.
Cela nous fera d'ailleurs une distance de 1,7 m. Attention à cette distance qu'on vient de calculer, c'est la distance qui est parcourue par les ultrasons en 5 millisecondes. Donc celle qui apparaît en bleu sur notre schéma et qui correspond finalement à un aller-retour entre la voiture et l'obstacle. La distance qui apparaît en vert et qu'on a choisi d'appeler grand D, c'est celle qui sépare directement la voiture de l'obstacle et qui est donc 2 fois plus petite. Du coup, elle vaut 1,7 divisé par 2, soit 0,85 m, ou encore 85 cm pour répondre à la question numéro 2. Pour la dernière question, on souhaite savoir quelle est la durée minimale que peut afficher le télémètre en millisecondes. À quel point est-ce que le télémètre il est précis en quelque sorte. Et on nous dit dans l'énoncé qu'il est capable de mesurer des distances minimales de 10 cm. Nous allons donc reprendre notre schéma en supposant que l'obstacle soit cette fois-ci placé à 10 cm de la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'on se trouve dans la limite de temps que le télémètre est capable de mesurer. Si la distance est plus petite, l'appareil de mesure ne pourra pas la détecter puisqu'il n'est pas capable de travailler avec des temps plus petits que ça. Et toujours attention, cette durée la plus petite que le télémètre est capable de mesurer, elle correspond à un aller-retour des ultrasons entre le véhicule et l'obstacle. On va donc chercher la durée mise par les ultrasons pour parcourir une distance finalement de 20 cm. On peut reprendre notre relation qui relie la vitesse avec la distance et le temps, toujours avec la valeur de la vitesse du son dans l'air qui est de 340 mètres par seconde. Et cette fois-ci, nous allons chercher la durée minimale ΔT. Nous allons donc isoler le ΔT dans l'équation. Lorsqu'on passe le ΔT de l'autre côté, il se retrouve en haut puisqu'il était en bas. Et le petit v, lui, va se retrouver en bas puisqu'il était en haut. On a donc ΔT qui est égal à D sur V. Et toujours attention au niveau de l'application numérique, on a une vitesse en mètres par seconde. On doit donc avoir une distance en mètres pour obtenir un temps en secondes. 20 cm, ça correspond à 0,2 m. On aurait aussi pu écrire cela comme 20 fois 10 puissance moins 2, puisqu'on sait que 1 cm, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Mais c'est exactement la même chose, et dans tous les cas, on doit trouver une durée minimale ΔT, très petite, en secondes, qui est de 0,00059. Et que votre calculatrice affichera sûrement en écriture scientifique, donc avec un chiffre avant la virgule. Et ici, on laissera 2 chiffres significatifs, étant donné que la précision des valeurs de l'énoncé est donnée avec 2 chiffres significatifs. On pourrait même plutôt écrire 0,59 fois 10 puissance moins 3 plutôt que 5,9 fois 10 puissance moins 4. Pourquoi? Parce qu'on sait que 10 puissance moins 3 secondes, eh bien c'est 1 milliseconde. Donc à ce moment-là, on sait que la plus petite durée capable de mesurer le télémètre, c'est 0,59 millisecondes. C'est la durée que mettent les ondes ultrasonores pour parcourir 20 cm et ça permet donc de détecter un obstacle qui serait situé à 10 cm. Pour le quatrième exercice, nous allons étudier les ondes sonores émises par un dauphin lorsqu'il est en train de chasser. Donc il émet un signal pour chercher s'il y a des poissons autour. Ce signal va rebondir sur eux, s'il y en a, et revenir au dauphin. C'est ainsi qu'il va savoir à quelle distance se trouve sa proie. On a donc enregistré un signal sonore émis par un dauphin dans une telle situation et on souhaite l'étudier. Donc la première question, on veut déterminer la période et la fréquence de ce signal émis par le dauphin. Commençons donc par identifier la période, c'est-à-dire le motif élémentaire du signal qui va se répéter dans le temps. On part de 0 ici en amplitude, on monte jusqu'à la valeur maximale du signal, on redescend, on remonte 3 petites fois, on descend jusqu'à la valeur minimale du signal, puis à ce moment-là, quand on est en train de remonter vers la valeur maximale, on s'arrête à 0 d'amplitude, puisque c'est notre point de départ. Et alors la durée de cette période, de ce motif élémentaire qui va se répéter, elle se trouve pile entre 10 et 15 microsecondes. On pourra retenir comme valeur 12,5 microsecondes pour la durée d'une période. Et attention, la période que l'on note grand T, on aime bien l'exprimer en secondes, pour pouvoir en déduire une fréquence en Hertz. Ici, on travaille avec des microsecondes, donc c'est 1000 fois plus petit que des millisecondes, qui elle, c'est du 10-3. Ici, on aura donc du 10 puissance moins 6 pour les microsecondes. Et alors, si notre période vaut 12,5 microsecondes, elle vaut en fait 12,5 fois 10 puissance moins 6 secondes. On travaille avec une période très courte et on va probablement obtenir une très grande fréquence. En effet, en regardant notre relation fréquence-période,
Si on divise 1 par un très petit nombre, on va obtenir un très grand nombre. Et la période qu'on met en secondes, elle est effectivement très petite puisqu'elle vaut 12,5 fois 10 puissance moins 6. Et l'inverse de 12,5 fois 10 puissance moins 6, ça va finalement nous donner 80 000 Hz. Donc comme attendu, une fréquence très élevée pour le son émis par le dauphin. Donc là, on est dans des sons qui sont si aigus qu'ils ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine, et probablement pas non plus par la proie du dauphin. Donc toujours est-il que par rapport au référentiel de l'oreille humaine, tout ce qui est au-dessus de 20 000 Hz, c'est considéré comme des ultrasons. Et pour répondre à la seconde question de l'exercice, ce signal sonore, il appartient donc au domaine des ultrasons et il n'est pas audible pour l'oreille humaine. Enfin, on souhaite savoir si le dauphin se situe à 10 mètres de sa proie, en combien de temps est-ce qu'il va savoir que sa proie est là. Donc tout ceci en émettant une onde ultrasonore qui va lui revenir. Et même si ça ne nous est pas demandé ici, on peut refaire un schéma comme dans l'exercice précédent avec un dauphin et sa proie qui se situe donc à 10 mètres. Surtout les ondes ultrasonores qui doivent partir du dauphin, arriver sur le poisson et revenir au dauphin. Donc les ondes ultrasonores, elles parcourent finalement 20 mètres. On souhaite savoir en fait quelle est la durée que mettent ces ondes pour parcourir 20 mètres, sachant que le son il se propage à 1500 mètres par seconde dans l'eau. Cette valeur elle nous est donnée dans l'énoncé et il faut bien prendre bien sûr la vitesse du son dans l'eau et non dans l'air. On peut donc utiliser notre relation liant la vitesse avec la distance et la durée. Ici on cherche la durée qui va donc être égale à d divisé par v. Et on divise donc 20 mètres, puisque c'est la distance que les ondes doivent parcourir pour revenir au dauphin, par 1500 mètres par seconde. On obtient alors un résultat en secondes qui vaut 0,0133 et que l'on peut écrire en écriture scientifique et en laissant 3 chiffres significatifs pour garder la même précision que les données de l'énoncé. On a donc 1,33 fois 10 puissance moins 2 secondes pour que le dauphin se rende compte qu'il y a une proie à 10 mètres de lui. Soit en fait un petit peu plus de 13 millisecondes. Passons au dernier exercice où nous avons 3 sons qui sont enregistrés lors d'une représentation musicale. Ils proviennent chacun d'un instrument différent et on nous dit qu'au moment de l'enregistrement, la trompette joue un mi, le piano un sol et la guitare un si. Et pour la première question, on nous demande de trouver quel signal correspond à quel instrument de musique. Donc nous avons vu dans le cours que chaque note de musique elle va correspondre à une fréquence particulière. La fréquence de chacune des notes nous est d'ailleurs donnée dans l'énoncé. Il va nous falloir déterminer la fréquence de chaque signal pour voir par exemple quel est le signal qui correspond à un mi. Si le signal correspond à un mi, ce sera celui émis par la trompette. Pour déterminer la fréquence d'un signal, il nous faut déjà connaître sa période. Et pour connaître la valeur de la période, il va nous falloir regarder le motif élémentaire de la courbe qui va se répéter et regarder sur l'axe des abscisses quelle est sa durée. Pour le premier signal, on part de 0, on monte 2 fois, puis on descend une fois avant de retourner à 0. Le motif élémentaire part donc de 0 millisecondes pour recouper l'axe des abscisses à 2 millisecondes. Nous avons donc une période qui dure 2 millisecondes, ce qui correspond à 2 fois 10 puissance moins 3 secondes. C'est important de mettre nos temps en secondes pour pouvoir calculer notre fréquence en Hertz. Et si on a bien mis notre période en secondes, on va trouver ici une fréquence de 500 Hz pour le premier signal, en faisant l'inverse de 2 fois 10 puissance moins 3. Pour le second signal, il ne part pas du 0 en amplitude, il part plutôt de moins 1. On remonte une fois, 2 fois, 3 fois, puis on redescend avant de remonter jusqu'au 0 en amplitude, de redescendre et de remonter vers le moins 1 en amplitude. À ce moment-là, on a bien une période complète. C'est bien ce motif-là qui va se répéter plusieurs fois dans le temps. Ce motif élémentaire, cette période, elle a une durée de 2,5 millisecondes environ. Donc 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Encore une fois, c'est bien important de convertir la durée de la période en secondes pour pouvoir obtenir une fréquence en Hertz. Ici, on obtient une fréquence de 400 Hz pour le second signal, en divisant 1 par 2,5 fois 10 puissance moins 3. Et enfin, pour le dernier signal, on part bien du 0 en amplitude pour descendre, remonter jusqu'au maximum de la courbe. Ensuite, on redescend, on remonte 2 petites fois, puis une troisième fois jusqu'au 0 d'amplitude.
Et à ce moment-là, le motif il va commencer à se répéter plusieurs fois. On a donc bien identifié la période. Lorsque notre motif il se termine, la courbe elle coupe l'axe des abscisses à 3 millisecondes, ce qui nous donne 3 fois 10 puissance moins 3 pour la période. Et par conséquent, environ 333 Hz pour la fréquence. Alors si on se concentre sur les valeurs de fréquence, elles ne correspondent pas exactement à celles du tableau fourni. Pour le premier signal, on avait une période de 2 millisecondes qui nous a donné une fréquence de 500 Hz. Et pour obtenir la fréquence d'un Si, qui est la note la plus haute de notre tableau, il aurait fallu faire le calcul avec une période de 2,03 millisecondes. Et c'est impossible d'être aussi précis avec les courbes qui nous sont fournies. Toujours est-il que nos valeurs elles sont suffisamment proches de celles du tableau pour qu'on puisse relier chaque signal avec un instrument. On sait que c'est la guitare qui doit jouer un Si, donc qui doit jouer un son avec une fréquence proche de 493 Hz. C'est donc bien le signal A pour lequel on a trouvé une fréquence de 500 Hz. Le piano, on sait qu'il joue un Sol avec une fréquence donc de 392 Hz. Il correspond donc au signal B pour lequel on a trouvé une fréquence de 400 Hz par le calcul. Et enfin, on sait que la trompette joue un Mi dont la fréquence est de 329 Hz pour l'octave 3. Et donc le signal C, c'est celui de la trompette puisque nous avions trouvé 330 Hz par le calcul. Juste, on ne peut pas être suffisamment précis avec les signaux fournis pour tomber sur les valeurs exactes par le calcul. On est tout à fait capable d'identifier l'instrument responsable de chacun des signaux. D'ailleurs, on sait au vu de la relation période-fréquence que plus la période est petite, plus la fréquence sera grande. Et donc le signal possédant la plus courte période, on sait que c'est le premier, donc forcément c'est celui qui aura la plus grande fréquence. La note ayant la plus grande fréquence, c'est le Si. Le signal A correspond donc bien à l'instrument de musique, guitare. Quant au signal C, c'est celui qui possède la plus grande période, la période la plus longue, c'est donc celui qui va avoir la plus petite fréquence. Et le signal C, il correspond bien à la trompette. Enfin, pour le signal B, qui est situé au milieu et qui possède une période entre les deux, c'est donc la note du milieu qui est jouée, à savoir le Sol, et l'instrument qui correspond au signal B, c'est le piano. Nous avons donc bien pu identifier nos trois signaux et nous n'avons plus besoin des notes de musique. On peut passer à la question 2 où on nous demande si certains de ces sons ont le même timbre. Alors ici, nous n'avons même pas besoin de regarder nos signaux pour répondre à la question puisqu'on nous dit dans l'énoncé que chaque signal est émis par un instrument différent. Donc ces instruments étant tous différents, ils auront forcément un timbre différent. Et si on veut tout de même justifier en s'aidant de nos signaux, nous avions vu dans le cours que le timbre d'un son, c'est ce qui va donner au signal sa forme. Et donc si on compare nos motifs élémentaires, on constate bien qu'il y a trois signaux de formes différentes. Donc ces trois sons ont bien un timbre différent. On souhaite maintenant savoir lequel de ces instruments produit le son le plus aigu et lequel produit le son le plus grave. Alors ici, il faut se rappeler qu'un son de basse fréquence, c'est un son grave pour l'oreille humaine, tandis qu'un son de haute fréquence, ce sera un son aigu. On peut par exemple se servir des fréquences calculées à la première question. Le son ayant la fréquence la plus basse, c'est celui du signal C, donc de la trompette. C'est donc la trompette qui produit le son le plus grave. Et enfin, c'est le signal A, celui émis par la guitare, qui possède la plus haute fréquence. Par conséquent, c'est la guitare qui produit ici le son le plus aigu. Pour ceux qui auraient répondu à la première question sans calculer les fréquences, vous pouvez tout à fait vous servir du tableau de l'énoncé. La guitare est l'instrument qui joue un Si et c'est donc la note la plus aiguë car c'est celle de notre tableau qui possède la plus haute fréquence. Et la trompette étant l'instrument qui joue une note Mi, donc la note la plus grave parmi les trois de notre tableau, celle qui a la plus basse fréquence, c'est donc bien la trompette qui joue le son le plus grave. Et finalement, pour la dernière question, on souhaite savoir lequel de ces trois instruments joue avec la plus forte intensité sonore et celui qui joue avec la plus faible intensité sonore. Alors ici, il faut se rappeler de ce que nous avions vu dans le cours, à savoir que l'intensité sonore, elle est liée à l'amplitude du signal. Donc nous pourrions tout à fait calculer les amplitudes de nos signaux, comme nous l'avions fait dans l'exercice 2, mais ce ne sera pas forcément nécessaire, nous allons voir. En effet, si on regarde le signal C, celui de la trompette, on constate qu'il atteint en valeur maximale 2 mV et en valeur minimale 2 mV.
L'amplitude est donc facile à calculer, elle vaut 2 millivolts. Et lorsque le signal ne présente pas une belle courbe sinusoïdale bien centrée, généralement il faut faire des calculs, comme nous l'avons fait à l'exercice 2. Il faut regarder la valeur crête à crête de la courbe en servant des valeurs minimales et maximales, puis diviser cette valeur crête-crête par 2 pour retrouver l'amplitude. Pour la trompette, on était à 2 millivolts du 0 pour la valeur maximale, plus 2 millivolts du 0 pour la valeur minimale, ce qui nous donne bien 4 volts de valeur crête-crête que l'on divise par 2 pour trouver l'amplitude. L'amplitude du signal de la trompette est de 2 millivolts. Maintenant, si on regarde le signal B, celui du piano, on remarque que du 0 à la partie minimale de la courbe, on a bien 2 millivolts. Par contre, du 0 à la partie maximale de la courbe, on a plus de 2 millivolts. On aura donc une valeur crête à crête supérieure à 4 millivolts pour ce signal. Et on aura finalement une amplitude qui sera supérieure à 2 millivolts. Enfin, si on regarde le signal A, donc celui de la guitare, on constate que dans la partie positive de la courbe, on a bien 2 millivolts pour aller du 0 à la valeur maximale de la courbe, mais dans la partie négative, on a moins de 2 millivolts pour aller du 0 à la valeur minimale de la courbe. Finalement, pour ce signal-là, on aura une valeur crête à crête moins grande que 4 millivolts. Et du coup, en la divisant par 2, on trouvera une amplitude inférieure à 2 millivolts. Donc au moment de l'acquisition, et pour répondre à la quatrième question, c'est la guitare qui possède la plus faible intensité sonore, avec une amplitude de signal qui est inférieure à 2 millivolts. Et c'est le piano qui possède la plus forte intensité sonore, avec une amplitude supérieure à 2 millivolts au moment de l'acquisition. Même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, la trompette joue avec une intensité sonore intermédiaire, car l'amplitude de son signal est pile entre les deux, avec exactement 2 millivolts. Voilà qui conclut notre séance d'exercice sur le son. N'hésitez pas à faire davantage d'exercices pour vous entraîner au mieux et réussir vos devoirs et évaluations.